Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 144. Et pour ce numéro, je vous propose un drôle d'exercice qui va entremêler géométrie et probabilité. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit n un entier supérieur ou égal à 2, xn, yn, deux variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, deux lois uniformes sur le carré, un n carré. Pour n'importe quel rationnel R, on va définir un de R comme étant la probabilité pour que les deux points qu'on ait choisis soient distincts et que ces deux points forment une droite de pente R. L'objectif du jour, si vous l'acceptez, ça sera de déterminer un équivalent simple de cette probabilité quand n tend vers l'infini. Ok, alors avant de vous proposer d'attaquer à un exemple, vous le voyez ici, je l'ai déjà dessiné parce que j'avais pas envie de passer du temps à faire ce dessin, et ensuite de me lancer dans une résolution, permettez-moi d'abord de lancer quelques commentaires comme d'habitude sur l'exercice. La première chose, c'est le niveau que j'aimerais discuter avec vous. Cet exercice est de niveau première année de classe préparatoire. En effet, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, que ce soit en probabilité ou en géométrie, pour pouvoir prétendre pouvoir résoudre cet exercice. En effet, d'un point de vue probabiliste, ici, il ne s'agit que de variables indépendantes, donc déjà ça simplifie énormément le calcul de probabilité, et de plus, de lois uniformes, donc ça aussi, ça va nous aider grandement. D'autre part, il ne s'agit que de déterminer des droites avec une certaine pente, et ça, normalement, ça doit être assez clair, même pour n'importe quel étudiant de première année de classe préparatoire, voire en deçà. Bon, certes, je conseillerais quand même d'avoir un niveau de deuxième année de classe préparatoire pour avoir un peu de recul et avoir fait des exercices un peu similaires à celui-ci, mais en soi, vraiment, l'outillage de première année de classe préparatoire suffit amplement. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est ce que vous voyez au tableau. Cet exercice est tiré des oraux XENS de l'année dernière, donc 2025, proposés en filière MP. La dernière chose dont j'aimerais discuter, c'est le domaine de mathématiques dans lequel s'inscrit cet exercice. En effet, ici, on est en train de faire de la géométrie avec de la probabilité. C'est ce qu'on appelle de la géométrie aléatoire. Et on a déjà vu un exercice faisant appel à ce type d'outillage, en tout cas dans lequel on avait de la géométrie aléatoire qui apparaissait. C'était l'Exo de Colle numéro 101. Je me permets de faire référence à cet exercice que je trouve très intéressant, où on avait démontrer l'égalité de Wendell, dans lequel il s'agissait de déterminer la probabilité pour que, étant donné n points choisis aléatoirement selon une loi uniforme, l'enveloppe convexe engendrée par ces n points contient 0. Sachant qu'on travaille dans un espace de dimension d, donc on travaille dans un cadre assez général. Ici, on simplifie quand même beaucoup l'exercice puisqu'on travaille dans un plan. On pourrait éventuellement, et on en discutera à la fin de la résolution, voir un petit peu qu'est-ce qui se passerait si on devait essayer de généraliser et de voir qu'est-ce qui se passe en dimension supérieure, au lieu que de travailler en dimension 2. Mais bref, dans cet exo de colle, et notamment au début de cet exo de colle, je discute un petit peu plus de ce qu'est la géométrie aléatoire, avec notamment des questions par exemple de Monte-Carlo, qui est aussi un exemple de problème très classique de géométrie aléatoire. Bref, voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur la géométrie aléatoire et éventuellement voir un autre exercice plus compliqué que celui qu'on va attaquer aujourd'hui, mais un autre exercice parlant également du domaine de géométrie aléatoire, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ok, je pense que c'est un bon endroit pour vous inviter à faire déjà une première pause, donc n'hésitez pas à attaquer cet exemple, moi c'est ce que je vais commencer à faire cet exemple, ou voire même d'autres exemples, si vous n'êtes pas trop convaincu que cet exemple suffise pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mais moi je pense que ça devrait suffire. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour faire cet exemple, ou faire un autre exemple si vous le souhaitez, et ensuite tenter une résolution de cet exercice. Donc moi je commencerai d'abord par attaquer l'exemple que vous voyez ici, puis ensuite faire une résolution de l'exercice. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc je vais commencer par voir un petit peu qu'est-ce que donne cet exemple. Et donc calculer U5 de 1,5. Alors la première chose qu'il faut constater, c'est que comme on travaille avec des lois uniformes, eh bien la probabilité pour que xn soit égal à n'importe quel point dans le gris, c'est 1 sur n carré. D'accord, puisqu'il y a exactement n carré valeur là-dedans. Et comme on a des variables indépendantes, la probabilité que xn vale tel point et que yn vale tel autre point, eh bien ça va valoir 1 sur n carré fois 1 sur n carré, tout simplement, où on fait le produit des probabilités. On se retrouve donc avec du 1 sur n puissance 4. Et l'avantage, c'est que du coup, on se retrouve avec une loi uniforme finalement sur 1n carré au carré, d'une certaine manière. Et donc, il nous suffirait juste de déterminer le nombre de points qui satisfont à cette propriété. Ces points doivent être distincts et doivent donner une pente R en termes de droite. Donc c'est ce qu'on va faire très exactement.
Donc, si je devais calculer la probabilité qui apparaît ici, déjà, je commencerai par diviser par 5 puissance 4. Donc, 5 puissance 4, pardon, c'est 25 au carré, ça fait 625. Et il reste donc à compter le nombre de possibilités, le nombre de paires de points qui donne une pente égale à 1,5. Alors, si on s'y prend de manière à peu près intelligente, pour éviter de compter en double certains couples, on pourrait se dire, bah ok, quitte à échanger le rôle de xn, yn, on va dire que xn a une abscisse plus petite que yn. Et puis après, bah, on compte en double, puisqu'à chaque fois qu'on a une possibilité, il suffit d'échanger le rôle de xn et de yn. Pourquoi pas? Si on fait cette hypothèse, on peut ensuite se dire, ok, je vais essayer de choisir une paire de points de distance la plus petite possible qui satisfait à la propriété, c'est-à-dire je veux que la pente soit égale à 1,5. Bon bah là, on voit par exemple que ce point-là avec ce point-là convient. Ok, donc cette paire-là convient. Et puis après, bah, on voit que si cette paire-là convient, eh bien cette paire-là convient. De même pour cette paire-là, de même pour cette paire-là. Donc là, on voit qu'on a déjà, en suivant juste la ligne qui est ici, on a déjà 4 possibilités. Et puis ensuite, on peut aussi translater de ce côté-là, hein, en changeant de colonne. Et donc, bah, en translatant ici, on se retrouve avec à nouveau 4 possibilités. Et puis, je peux encore translater une fois de plus. Et là, je me retrouve avec à nouveau 4 possibilités. Donc 4 fois 3, ça fait 12, et fois 2, parce qu'il faut échanger le rôle de xn et de yn. Donc je vais faire le x2 à la fin si vous me permettez. Donc là pour l'instant on a 4 fois 3 possibilités si on considère encore une fois xn d'abscisse minimale par rapport à yn, donc plus petite que yn. Et donc en faisant ça on se retrouve finalement avec, donc comme j'ai dit on se retrouve avec 4 fois 3, donc 12 possibilités. Mais c'est pas les seules paires qui conviennent. En effet, on peut constater que si je prends ce point là avec le point qui est ici, puisque là j'ai 1,5, enfin je fais une pente d'1,5 puis je refais une pente d'1,5 ici, bah là on a ce point là qui convient avec ce point là. Donc là, on se retrouve avec une nouvelle paire qui convient. Ok. Et puis bah, après, je fais le tour de toutes les possibilités. Donc là, je peux pas changer de colonne. Hein. Vous pouvez constater que je peux pas changer de colonne. Mais par contre, je peux changer de ligne. Et là, ça va me donner 3 possibilités. Donc je vais avoir plus 3 possibilités aux 12 que j'avais déjà. Ça me donne 15. Et j'oublie pas de multiplier par 2 parce que j'échange le rôle de xn et de yn. Donc le résultat que j'obtiens, ça va être ici 30 sur 625. En effet, pourquoi il n'y en aurait pas plus? Parce que vous pouvez vous poser la question, pourquoi il n'y en a pas plus? Bah parce que si je devais essayer de faire une distance encore plus grande entre les points, bah là, je devrais me retrouver un peu plus loin, donc c'est-à-dire à partir de 7 et 3, j'imagine. Donc 7, 3, attends, 7, non, 7, 4, pardon. Je devrais arriver à 7, 4, sauf que malheureusement, bah, la grille est trop petite. Donc on voit en fait qu'il va y avoir une question de distance entre les deux points qu'il va falloir regarder, et partitionner les différentes paires que l'on peut obtenir par rapport à cette distance. Maintenant, reste à formaliser un petit peu plus cette façon de raisonner. Et autre chose que vous pourriez constater, quand j'ai considéré un cas, K ici étant la distance, si vous voulez, entre les deux points, quand j'ai considéré une certaine distance, donc une valeur de K particulière entre xn et yn par rapport à ma fraction, vous pouvez constater que bah ça va me donner, à partir du moment où je sais par quel point je dois débarrer, je vais avoir automatiquement l'autre point tant que je suis dans la grille. Et par exemple, pour les premières pentes que j'ai trouvées qui m'ont donné 12 possibilités, eh bien je peux me restreindre à regarder des points qui se trouvent dans cette affaire-là, dans ce rectangle-là. En effet, puisque bah, le vecteur directeur serait finalement 2, 1, donc je me retrouve avec ce vecteur-là, comme ça. Et vous voyez que peu importe le point que je vais choisir dans ce rectangle-là, je suis toujours capable, juste avec ce vecteur de 1, je suis toujours capable de trouver un autre point qui se trouve dans la même grille. Donc reste ensuite à compter combien il y a exactement de points dans ce rectangle. Et puis vous refaites la même chose pour le vecteur un tout petit peu plus gros. Bon, je vais pas le dessiner parce que sinon après ça va faire beaucoup de choses sur le dessin. Mais bref, vous pouvez faire la même chose avec un vecteur ici de longueur 2 fois le vecteur de 1. Et vous avez un nouveau rectangle. Alors là, le rectangle il sera complètement aplati et vous allez avoir vos 3 possibilités. Bon, je pense que je vous ai donné une bonne piste, même une très très bonne piste quant à comment résoudre cet exercice. Je vais vous inviter donc à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice. Maintenant que j'ai exploré un peu l'exemple et que je vous ai expliqué peut-être 2-3 moyens de s'y prendre pour compter le nombre de possibilités qui convient, je vous invite donc à faire une pause pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Bon, je n'ai pas besoin d'effacer. Ok, alors on est parti pour une résolution. Ok, donc comme on a affaire à des lois uniformes,
Donc je vais commencer par ça. Xn, yn, ben ça suit des lois uniformes sur 1n carré, plus indépendance. Cela implique que le couple xn, yn suit une loi uniforme sur 1n carré. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut alors constater que un de R, c'est ce que je vais appeler nn de R divisé par n puissance 4 avec nn de R comme étant le nombre de couples xy appartenant à 1n carré tel que x est différent de y et la droite xy est de pente R. Donc on se retrouve finalement avec une question de combinatoire, hein, une question d'énumération à effectuer. Très bien, alors maintenant comment s'y prendre pour énumérer? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire qu'un couple XY satisfait à cette propriété? Ça veut dire que la différence entre Y et X, si je revois ça comme la paire de points et que je fais les soustractions par abscisse et par ordonnée, eh bien la soustraction, ça va être un multiple d'une pente, donc de la pente donnée par le rationnel. Donc il va falloir que je l'écrive plus précisément à quoi ressemble mon rationnel. Notez d'ailleurs qu'il est important de prendre la forme irréductible de notre rationnel. Parce que si j'avais pris 2, 4, peut-être que mon calcul serait légèrement différent. En tout cas, dans ce que je vais écrire, le calcul serait légèrement différent. Et notamment par rapport à mon vecteur, en fait. C'est surtout par rapport à mon choix de vecteur ici qui était 2, 1. Donc, si je prends, donc posons R comme étant égal à P sur Q, avec P premier avec Q, P un entier, bon on va dire un entier relatif, et Q un entier naturel, non nul. Donc, dire que XY, hop, XY est de pente R, avec X différent de Y, ça implique, c'est même équivalent à dire que Y moins X, c'est égal à K fois la pente, alors la pente R, donc ça veut dire que, notez-le, ça veut dire que en X je dois avancer de Q et en Y je dois monter de P. Donc ça veut dire que ici j'ai le vecteur QP. Avec K, un entier relatif non nul. Ok. Bon, je pourrais traiter le cas, négatif à part, mais peut-être que je vais le garder aussi jusqu'à arriver à un certain résultat pour exprimer mon n de R. Mais c'est vrai que je pourrais juste considérer le cas, comme je l'ai dit tantôt, considérer le cas où x est d'abscisse minimale par rapport à y, donc est plus petit et d'abscisse plus petite que y, et en demandant ça, bah là je vais avoir une espèce d'unicité quant à, ici notamment le cas va être nécessairement positif, et il va y avoir des choses à dire concernant le rationnel QP. Mais bref, voilà, donc bon, là ici je considère juste tous les cas de figure avec K négatif, ça ne changera pas grand chose au raisonnement. Et donc, la seule question qui va se poser, c'est surtout de savoir, étant donné un K fixé, donc si on fixe K antirelatif non nul, la question qu'on va se poser, c'est de déterminer. Donc cela revient à déterminer. Je vais écrire ça. Donc on en revient à déterminer les x dans un n carré tel que eh bien x plus k fois qp, ça appartient à un n carré. Enfin un n le tout carré. Voilà. Et donc, bon, bah, si on fait un mini dessin qui représente un petit peu ce que j'ai mentionné là. Donc là, le dessin que je vais faire, c'est le cas de figure où K est positif. Et P, je vais supposer ici que P est positif aussi.
Mais vous allez voir qu'on peut réécrire la formule en supposant que P est négatif, K est négatif. Enfin bref, en fait, il y a 4 dessins à faire. Je vais en faire qu'un seul, parce qu'après, à symétrie près, ça reviendra à la même chose. L'idée générale, c'est de dire, bah ok, je veux que ce point-là, il apparaisse comme un point plus K fois QP. Et donc, bah, pour que cela arrive, il faut enlever juste le vecteur K fois QP à ce point-là. Donc si je fais ça, donc ça c'est K fois QP. Et bien je vais me retrouver avec un rectangle. Et donc bah, j'ai le droit de prendre le point X à l'intérieur de ce rectangle. Tant que je prends un point X dans ce rectangle, je suis assuré que la paire XY va pouvoir exister et donner une pente que je souhaite. Donc maintenant, il reste à savoir combien il y a de points dans ce rectangle. Et pour connaître ce nombre de points, bah, vous savez qu'il y a n points selon la ligne ou selon la colonne. Donc vous savez que ici vous avez n points et ici vous avez n points. Et puis bah, vous pouvez aussi dire combien de points vous avez enlevé ici et combien de points vous avez enlevé ici. Vous avez en fait enlevé K fois P. Donc ici c'est K fois P et ici c'est K fois Q. Donc au final, vous vous retrouvez avec n moins K fois P fois n moins K fois Q, tout simplement. Donc, puisque c'est un rectangle, hein, donc on va se retrouver exactement avec ça. Alors bien sûr, il faut faire attention au cas de figure où K est négatif et puis P peut être négatif aussi. Mais ces cas de figure, bah, il faut juste changer l'emplacement de ce rectangle-là que j'ai assuré en le mettant soit dans ce coin-là, soit dans ce coin-là, soit dans ce coin-là. Donc c'est pour ça que, comme je le disais tantôt, il y a normalement 4 dessins à faire. Notez également que si K est trop grand, bah, il va y avoir aucun point. Donc il peut y avoir des cas de figure où finalement on n'a aucune possibilité. Okay, et ces cas de figure, bah, c'est si K fois Q est plus grand que N, ou K fois P est plus grand que N. Donc là on se retrouve finalement avec une formule qui serait la suivante. Donc N, alors je vais noter Nk de R comme étant le cardinal des XY tel que je veux que Y soit égal à X plus K fois QP. Voilà. Donc si je compte ces paires-là, eh bien, je vais obtenir exactement la formule que je viens de mentionner, sauf qu'il faut mettre des valeurs absolues à quelques endroits. Et donc les valeurs absolues, il va falloir les mettre sur K et sur PP étant un relatif. Il faut faire attention à ça. Donc N moins K, valeur absolue de K fois Q. Je vais mettre un plus ici, je vais expliquer pourquoi. N moins valeur absolue de K, valeur absolue de P. Et en fait, le plus, c'est pour signifier que je prends vraiment la partie positive. Donc X plus, c'est le max entre 0 et X. Donc c'est comme je le disais tantôt, si malheureusement K fois Q est trop grand par rapport à N, et bien là, on n'aura aucun point. Donc ça donnera 0. Et c'est pareil, si K fois P est trop grand par rapport à N, bon bah là, ce qui va se passer, c'est pareil, on va plus avoir de points qui apparaissent dans le carré, donc finalement, on va se retrouver avec 0. Donc c'est juste pour signaler ça. Ce truc-là, c'est pour dire que voilà, si K est trop grand, bah, on va se retrouver avec 0. On va regarder ensuite pour quelle valeur de K est-ce qu'on va avoir un truc non nul, ça va être important. Notez que les N, ces valeurs-là, enfin, ces ensembles-là partitionnent l'ensemble qui est ici. Donc ces ensembles-là partitionnent l'ensemble à dénombrer. En effet, parce que comme je l'ai dit ici, avoir cette propriété-là, ça veut dire qu'il existe un K entier relatif tel que l'on a ceci, et pour chaque valeur de K distinct, on va se retrouver avec des paires Y, X totalement distinctes. Et quitte à échanger X, Y, pareil, hein, l'échange de X, Y va refléter le K négatif. Ok, alors maintenant je vais pouvoir écrire une formule qui va être satisfaite pour calculer N de R, donc je vais effacer un peu. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo s'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires, pour lesquelles vous voulez revoir certains détails. Le support vidéo, c'est fait pour ça. Donc, bah, on se retrouve avec finalement N de R, qui va être égal à la somme pour K entier relatif non nul, des NNK de R. Et donc, bon, bah, cette somme-là, déjà, la valeur absolue de K me permet de me ramener à K positif. Donc, je peux très bien dire, bah, en fait, on a deux fois
et c'est là d'où va venir le x2, hein, c'est exactement le x2 qui permet d'échanger x et y dans notre exemple. 2 fois k allant de 1 à une certaine constante, que je vais noter pour l'instant kn de r, que je simplifierai par k pour la suite des calculs, de n moins valeur absolue. Alors j'ai plus besoin de mettre une valeur absolue, donc n moins k fois q, et n moins, j'ai pas besoin de valeur absolue, k, et là par contre j'ai valeur absolue de p. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que Kn de R, hein, pour faire en sorte que ce truc-là soit non nul? Donc il faut faire en sorte que ces trucs-là soient positifs. Et cela n'est possible que si K est le quotient de la division euclidienne, donc est plus petit que le quotient de la division euclidienne de n par q. Quelle est la valeur de ce quotient? Eh bien c'est tout simplement la partie entière de la division de n par q. Et ici, ça sera la partie entière de la division de n par la valeur absolue de p. Donc on se retrouve finalement avec Kn, donc avec Kn de R, qui est égal au min de valeur absolue de n sur q, enfin pas valeur absolue, de partie entière de n sur q avec partie entière de n sur p. La valeur absolue de p, ça sera peut-être mieux. Ok, donc tout simplement parce que il faut que k soit plus petit que le max, enfin que le min entre, enfin je vais juste écrire, soit plus petit que le quotient de n par q et celui de n par valeur absolue de p. Ok. Bon, pour l'instant ça va. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des cas de figure à traiter, à éventuellement traiter à part. Donc oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un tout petit cas de figure à traiter à part, là j'y pense, c'est le cas où P serait égal à 0. Si P est égal à 0, bah, dans mon calcul de min, celui-ci n'apparaît pas. D'accord? Donc si P égale 0, je vais quand même le mentionner. Si P égale 0, on prend alors min de juste la partie entière de n sur q. Q ne peut pas être égal à 0, hein, c'est un entier naturel non nul. Donc, il n'y a pas de problème pour q. Mais par contre, si p est égal à 0, bon, c'est comme si on regardait un quotient infini, si vous voulez, qui vaut plus infini, et donc on doit prendre le min entre plus infini et une valeur, bon, bah, on prend la valeur, quoi. Donc j'ai même pas besoin d'écrire min, en fait, j'ai juste besoin d'écrire ça. Hop, nickel. Ok, alors maintenant, peut-être petite mention qui va être utile pour la suite, je vais donner un équivalent de Kn de R. Et puis après, bah, on va se lancer sur du calcul, parce que bah, on va pas avoir beaucoup de choix si on veut trouver l'équivalent de Un de R. Donc, équivalent de Kn de R pour n qui tend vers plus infini, on a en fait Kn de R qui est équivalent. Alors, la partie entière de quelque chose qui tend vers plus infini, je rappelle que Q et P sont des valeurs fixées, donc n tend vers l'infini, la partie entière de quelque chose qui tend vers l'infini est équivalent à ce quelque chose. Donc on se retrouve finalement avec min de n sur q avec n sur valeur absolue de p. Donc je le note parce que, car la partie entière de x équivaut à x quand x tend vers plus infini. Pas très difficile à vérifier, hein, c'est un truc hyper classique à faire. Et puis après, bah là, on a un n qu'on peut mettre en facteur du min. Et ensuite, le min entre des fractions, ça revient à prendre le max entre les deux valeurs qui sont en bas. Donc on se retrouve avec équivalent à n sur le max de q avec valeur absolue de q. Pour le justifier que c'est bien le max, il suffit de penser au fait que la fonction inverse est décroissante sur R plus étoile, et c'est amplement suffisant. Notez que si p égale 0, on trouve n sur q. Donc ça veut dire que la formule que je viens d'écrire ici convient également si malheureusement p égale 0.
Q étant non nul. Très bien, alors maintenant que j'ai fait ça, bah, il va falloir se lancer sur du calcul. Je vais effacer ici. Je pense que ce sera un peu mieux de faire le calcul à part. Ok. Bon, pour simplifier maintenant, Kn de R, je vais juste l'écrire K. Grand K, bien sûr. Et donc, bah, on se retrouve alors à devoir calculer cette somme. Alors pour calculer cette somme, le truc le plus simple qu'on puisse faire, c'est développer, et puis essayer de retrouver les sommes qu'on connaît bien. Je pense que vous devriez vous en douter. Donc je vais avoir somme, donc 2 fois, il y a toujours un fois 2, 2 fois la somme pour k allant de 1 à grand K, de donc n carré moins n fois k fois q plus valeur absolue de p. Et ensuite j'ai plus k carré q valeur absolue de p. Ok, alors comme ça va m'être utile, je vais me poser, je vais le faire ici. Posons grand M comme étant le max de Q valeur absolue de P, et petit m comme étant le min de Q avec valeur absolue de P. Pourquoi ces deux-là vont me servir? Bah parce que déjà on voit le max apparaître ici, et ensuite les deux expressions que je viens d'écrire, là, Q plus valeur absolue de P et Q fois valeur absolue de P, peuvent s'écrire en fonction du min et du max. En effet, si je regarde Q plus valeur absolue de P, bah ça, c'est la même chose que max plus min. Et Q fois valeur absolue de P, bah ça, c'est la même chose que max fois min. Voilà. Ok, alors maintenant que j'ai fait ça, on peut s'amuser à calculer. Donc je vais avoir 2 fois, alors je vais avoir K fois N carré, moins... Je ne fais pas encore le fois 2 sur tout le monde. N fois k plus 1 sur 2 fois Q plus valeur absolue de P. Pour l'instant, j'écris ça. Plus la somme des k carrés, donc K fois K plus 1 fois 2K plus 1, divisé par 6, fois Q valeur absolue de P. Donc là, il faut connaître la valeur de ces sommes. Hein. C'est pas super difficile, il faut juste connaître correctement son cours. Et puis bon, bah, on va tout de suite diviser par N4, hein. Je pense qu'on a très envie de faire ça, donc je vais faire ça. Ok, donc je vais diviser par N4, et je vais me retrouver avec UN de R. Et je vais développer le 2 tant qu'à faire. Donc on a UN de R, qui est alors égal, donc si je divise par N4, je vais me retrouver avec 2 fois K divisé par N carré, moins le N se simplifie une fois, le 2 se simplifie aussi, je vais avoir divisé par N, et je vais avoir donc du K fois, divisé par N cube d'ailleurs, K fois K plus 1 fois Q plus valeur absolue de P, et puis plus, tout simplement K fois K plus 1 fois 2K plus 1, Q valeur absolue de P divisé par, et je vais avoir quoi? Je vais avoir, le 6 se simplifie, donc ça fait 3, et je vais avoir du N puissance 4. Alors non, pas si vite, hein, mes cocos. Le problème, c'est que chacun de ces termes-là vont avoir un équivalent en 1 sur n, si on regarde d'un peu plus près. En effet, lui, c'est du n sur une certaine constante. Donc là, on se retrouve avec un 1 sur n. Là, ici aussi, avec du 1 sur n. Et là, ici aussi, avec du 1 sur n. Donc, on ne peut pas s'amuser à dire que c'est ce terme-là le plus fort, c'est pas vrai. Ces termes-là sont tout aussi forts que celui-là. Donc si on veut s'en sortir, il va falloir utiliser une écriture plutôt asymptotique, donc une écriture plus en mode développement asymptotique de notre Kn de R. Et donc je vais écrire ici, Kn de R, c'est aussi égal quand n tend vers l'infini, alors à n sur ce max, plus un petit taux de n. Et je vais prier pour que ça suffise. Et vous allez voir qu'en effet, ça va suffire. Donc, avec quoi est-ce que je me retrouve? Ok, donc ça c'est bon. Donc ça va être égal. Alors je vais mettre tout de suite n qui tend vers l'infini et remplacer par les équivalents. Donc comme je vais avoir du divisé, ici j'ai du divisé par n carré, ici j'ai du divisé par n cube, et là j'ai du n carré, ici j'ai du n4, et là j'ai du n cube. Donc je vais me retrouver avec un petit taux de 1 sur n, quoi qu'il arrive.
Et tous les termes qui sont en deçà d'un 1 sur n, bah, je vais tous les faire manger par le petit taux de 1 sur n. Ici, bon bah du coup, k c'est la même chose que n sur m, donc je vais pouvoir simplifier un n, et je me retrouve finalement avec 2 sur nm. Le terme suivant, qu'est-ce que j'ai? Bon bah là, ce qu'il emporte, c'est le k carré ici, donc ça fait n carré, le n carré va simplifier avec le n cube, évidemment. Et j'ai du m carré du coup, donc je vais me retrouver avec finalement n cube m carré. Et après, bah, j'ai q plus valeur absolue de p, et ce q plus valeur absolue de p, je vais me permettre de le remplacer tout de suite par grand M plus petit m, parce que ça va servir pour simplifier un peu le calcul. Et puis ensuite, qu'est-ce qui me reste? Bah, ici, je vais avoir du k fois 2k, attention, il ne faut pas oublier le 2 qui est ici. Donc on se retrouve finalement avec 2 fois q fois p, donc du coup ça c'est la même chose que grand M fois petit m, et je divise par, qu'est-ce que j'obtiens? Donc il y a du n cube qui simplifie, donc ça fait du n, je sais pas pourquoi j'ai laissé n cube ici, c'est un n, donc ici j'ai n, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai m cube en bas, ça c'est bon, et j'ai quoi d'autre? Eh bien j'ai un 3 qui traîne. Ok, donc je me retrouve avec cette expression. On voit des termes qu'on peut mettre en facteur et on ne va pas s'en priver, donc je vais les mettre en facteur. Je vois que j'ai 1 sur n m que je peux mettre en facteur. Et maintenant, il va falloir essayer de simplifier un peu l'expression qui s'ensuit. Donc nous avons quoi? Eh bien nous avons, j'ai très envie de tout mettre sous le même dénominateur. Alors il y a un m ici qui se simplifie, je vais en profiter. Donc là on a carré, très bien. Donc il faudrait que je multiplie par 3m celui-là. Donc ça fait 2 fois 3, 6 du coup. Donc ça fait 6m, ok. Le suivant, il faut que je multiplie par 3, donc moins 3 fois m plus petit m. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus de 2 petit m, ok. Et je dois diviser par, du coup, 3 grand m carré. Très bien. Et puis je vais effacer un petit peu, là. Je vais peut-être effacer là. J'ai plus besoin des premières lignes. Je garde les dernières lignes parce que comme ça on voit un peu tout le calcul. Enfin on essaye de voir un peu tout le calcul. Donc on se retrouve alors avec un de r qui est égal quand n tend vers l'infini à quoi? Eh bien à 1 sur n grand M. Donc je vais avoir 6m moins 3m, ça fait 3m. 3m, et d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai gardé un carré, il n'y a pas de carré parce que j'ai mis un m en facteur. Donc 3m divisé par 3m, bah, ça se simplifie, ça va me donner juste 1. Et puis ensuite, si je regarde les petits m, bah, j'ai moins 3 petits m plus 2 petits m. Donc ça va me donner moins petit m sur grand M. Et je pense que c'est pas trop mal. Ok. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc on se retrouve avec cet équivalent-là. Alors à condition, donc plus petit o de 1 sur n. Ok, donc ça marche, mais à condition, bien sûr, que le rationnel... Donc là, il y a un petit hic, c'est que ce truc-là peut valoir 0. En espérant ne pas avoir... J'ai oublié un 3. Ah oui, j'ai oublié un 3. Ok, excusez-moi, j'ai oublié un 3. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Oui, c'est bon. On pourrait se poser la question, est-ce que ce truc-là peut valoir 0? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce truc-là peut valoir 0? Et donc, bah, si on essaie de regarder, bah, je pense que non, c'est impossible en fait. Ouais, c'est impossible. C'est impossible que ce truc-là vale 0, tout simplement parce que donc, ce truc-là est jamais nul. Faut quand même le vérifier, c'est important, hein, parce que sinon, vous allez dire que votre suite est équivalente à 0. Et il est hors de question que quelque chose soit équivalent à 0. Hein. C'est pas possible. Mais en effet, ce truc-là est différent de 0, tout simplement parce que le min, là on est des termes positifs, hein, le min divisé par un max, ici, ça sera toujours... sachant que le max est jamais nul, hein, ça sera toujours, le min peut être nul, mais c'est pas un problème, ça sera toujours plus petit que 1. Ce truc-là sera toujours plus petit que 1, et c'est égal à 1 si petit m est égal à grand M. Et ce cas de figure-là m'amène à dire en fait que le rationnel que j'ai choisi c'est 1. Et donc bah, on se retrouve avec finalement le 3 ici, qui nous donne plus petit que 1 tiers, et donc tout va bien, 1 moins 1 tiers, bah, ça va être positif, pas de problème. Donc on a gagné, ça y est, on a notre équivalent, et on peut alors conclure l'exercice, d'où un de r équivaut quand n tend vers l'infini
à 1 sur n grand M fois ce machin-là. C'est QFD. Bon voilà, bah, c'est un très joli exercice, hein, comme vous avez pu le constater, et en plus, qui ne fait pas appel à des trucs hyper difficiles. Hein. On a fait appel à éventuellement un peu de division euclidienne, mais en soi, c'est pas grand-chose. Surtout des questions de parties entières, de l'interprétation géométrique, et puis un peu de combinatoire, évidemment, parce que bon bah il a suffi d'énumérer le nombre de possibilités qui permettaient d'atteindre exactement ce genre de configuration. Alors, dans le sujet ENS, on allait un petit peu plus loin que ça. On proposait également de démontrer, enfin de déterminer, voire même de démontrer plutôt, de démontrer que la probabilité pour que, si je prends 4 points, donc au lieu de prendre 2 points, là je prends 4 points aléatoires, de démontrer que les 4 points vont donner deux droites qui sont parallèles. Donc j'ai xn, yn d'un côté, de l'autre côté je fais an, bn. Et la question que je pose, c'est quelle est la probabilité pour que an, bn soit parallèle à xn, yn. Et la réponse, bah, il suffit que chacune des deux droites ait la même pente. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est combien y a-t-il de pentes qui convient. Donc on va se retrouver, alors je vais juste faire parler un peu de ça, je pense que c'est pas inutile. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que là ça demanderait un peu plus de technicité. Peut-être pour un complément, on verra, mais en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails ici. Mais en effet, donc le truc pour aller plus loin, c'est que j'ai en plus de ça an, bn, pareil, indépendant, loi uniforme, donc sur 1n carré. Et la question c'est, que dire de la probabilité de ANBN? Donc il faut que AN et BN soient distincts, que XN, YN soient aussi distincts, et que AN, BN soit parallèle à XN, YN. Voilà, donc on a ces différentes conditions à satisfaire. Et donc, bah, si on regarde un peu plus près, en effet, il suffit de dire, bah, je prends un rationnel, puisque toutes les pentes ne vont n'être que rationnelles. Je prends un rationnel, et à partir du rationnel, eh bien, j'essaie de voir que se passe-t-il pour avoir le parallélisme. Eh bien, il faut que les deux droites soient de même pente. Donc, en fait, on se retrouve finalement à voir la probabilité que AN est différent de BN avec AN, BN de pente R. Inter, bah, même chose pour xn. Xn différent de yn et tel que xn, yn de pente R. Et ça, il faut le faire sur toutes les pentes possibles. Donc R, je vais appeler Rn comme ceci, l'ensemble des pentes possibles. On se retrouve avec ça, et ça, bah, ça va être égal ensuite à la somme, donc pour R appartenant à Rn, par indépendance de nos variables, parce que normalement il faut dire aussi que c'est indépendant des xn, yn, et bien on va se retrouver avec un de R au carré. Et donc là, il y a plusieurs petites questions qu'il va falloir se poser. Combien y a-t-il d'éléments qui se trouvent dans ce Rn? Ce qui est assez rigolo, c'est que ça va faire apparaître quelque chose en lien avec l'indicatrice de l'air. Donc il me semble qu'il y a moyen de dire que ça va être approximativement, ou peut-être directement égal à ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y a D divise N, mais les pentes possibles, ça va être lié à... bon, je vais mettre des points d'interrogation parce que je suis en train d'affirmer quelque chose dont je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il doit y avoir une question de fonction indicatrice qui doit apparaître, parce qu'il faut choisir en fait des nombres premiers l'un par rapport à l'autre, et il faut faire en sorte que ce soit pas trop grand. Donc il y a une question d'éléments d'ordre D dans un ensemble à n éléments. Il y a une question un peu de ce genre-là. Et puis, donc non seulement il y a ça, et puis en plus il y a 2-3 trucs un peu rigolos qui apparaissent, puisqu'on va utiliser l'équivalent de UN de R, hein, l'équivalent de UN de R qu'on a écrit tantôt, qui était là-haut. Et en remplaçant, et puis en regardant un petit peu ce qui se passe pour P et Q dans notre calcul, en disant bah, le min-max, après, quitte à juste échanger un petit peu les rôles, on a une somme sur P, une somme sur Q, bien sûr. Et si on fait la somme sur P et la somme sur Q de manière assez correcte, on va pouvoir se ramener à une somme qui va nous faire simplifier du Q sur Q carré, et on va se retrouver finalement avec une somme harmonique. Et on peut alors démontrer, de manière un peu rigolote, que ça va être un grand taux de ln de n sur n carré. Voilà, donc c'est la suite de l'exercice. Moi je fais pas tous les détails, hein, clairement pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire là. Mais voilà, sachez qu'on peut aller un peu plus loin dans cet exercice avec cette question de parallélisme. Donc ça c'était proposé dans l'oral XENS.
Après, on pourrait aller un peu plus loin en imaginant qu'on travaille en dimension D. C'est pas impossible, donc si je considère toujours 2 points que je choisis dans un cube, cette fois-ci un n à la puissance d, avec d supérieur ou égal à 2, j'imagine, pour que ce soit un minima intéressant, et on pose la question, quelle est la probabilité pour que xn, yn soit distinct, et que xn, yn soit de pente. Alors là, comment on définit une pente pour une droite dans un espace de dimension d? Eh bien on le définit par un vecteur directeur. Voilà, et ce vecteur directeur, tous les coefficients doivent être rationnels. Donc ça paraît assez logique de commencer à dire ok, je vais regarder les pentes de telle manière. Et en fait les pentes de telle manière, on verrait qu'on peut se ramener à peut-être une certaine écriture normalisée. Et une fois qu'on a cette écriture normalisée, eh bien on pourrait essayer de se dire ok, quels sont les calculs qui vont s'en suivre. Et les calculs qui vont s'en suivre, c'est exactement le même dessin que j'ai fait pour le carré, mais dans le cube. Il faut vraiment imaginer que par exemple en dimension 3, on va se retrouver avec un truc comme ça. Donc ça serait mon cube n fois n fois n. Et puis à l'intérieur, vous allez chercher un petit cube, le nombre d'éléments, ou un petit pavé droit plutôt. Voilà, comme ça. Et ce petit pavé droit, il va être paramétré par le vecteur directeur que vous avez choisi, fois k. Et donc apparemment, il y a un calcul tout à fait similaire qu'on pourrait faire en dimension D, qui nous amènerait à un équivalent peut-être de la forme 1 sur n, fois un max qui dépendrait de la forme normalisée du vecteur directeur que l'on a le droit de choisir, par rapport au rationnel qui serait donc en jeu. Et ensuite, il y a peut-être une expression qui va changer ici aussi, parce que là, vous voyez quand même que c'est un peu intriguant de voir ce truc-là. Encore, on peut s'attendre à une question de P et de Q ici, de max de P et Q qui apparaissent ici. Ça, on peut s'y attendre un peu. Mais ça, on s'y attend quand même un peu moins, ce 1 moins petit m sur 3 grand m. Bon, ça risque de changer suivant la dimension avec laquelle on est en train de jouer. Peut-être que le 3 deviendrait peut-être un D+. Là, comme ça, c'est un guess, je suis pas sûr, mais ça pourrait être un D plus 1, éventuellement. Bref, voilà, c'est peut-être pas... Ouais, je suis peut-être... Ouais, peut-être que c'est pas vraiment D plus 1, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Peut-être que ce 3 apparaît naturellement parce qu'on a toujours une somme de k... Ah si, on va avoir du k cube. Donc si on va avoir du k cube... pas sûr que ce soit D plus 1, ça doit être peut-être quelque chose de plus grand que ça, parce que ça va être lié aux formules de somme de k puissance r, qui sont des formules de Faulhaber, qu'on a déjà eu l'occasion de croiser. Alors je me souviens plus du numéro de l'exode-call, mais je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Donc en effet, ça va être lié à ces formules-là, et donc le quotient qui va être en bas, la valeur quotient qui va être en bas va dépendre de ça. Après, je n'ai pas de formule explicite parce que j'ai pas fait le calcul moi-même là, mais j'imagine qu'il va avoir une formule un peu analogue en dimension D. Voilà, ok, je pense que j'ai laissé suffisamment d'ouverture. Je pense qu'il y a encore d'autres trucs qu'on pourrait discuter dans cet exercice, mais voilà, il y a un moment, il faut s'arrêter un peu. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.